Bienvenue mesdames et messieurs sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Notre invité reçoit ce jour Makaila Ngebla, journaliste tchadien. Tout comme son compatriote Sucé Masra du parti Les Transformateurs, aujourd'hui incarcéré, il a été un collaborateur de l'actuel président tchadien Mahamad Idriss Déby, mais lui, en tant que conseiller du président aux droits humains de 2021 à 2024, avant de tomber en disgrâce au point d'être déchu de la nationalité tchadienne. Et sa chance à lui, c'est qu'il a réussi à fuir son pays, le Tchad. Mais qu'est-ce qui l'oppose à nouveau au président tchadien? On le reçoit à personne pour en parler. Il est notre invité. Makaila Ngebla, bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci cher Richard, merci de l'intérêt que vous accordez à l'Afrique depuis Paris et merci surtout à l'attention que vous portez sur le Tchad où la situation, de mon point de vue, enlisée. Et merci du descriptif que vous avez fait concernant effectivement mon parcours. Vous, à la base, vous étiez opposant. Tout à fait. Puis un jour, vous acceptez et vous décidez, nous étions en 2021, d'aller travailler avec l'actuel président tchadien, Mahamad Idriss Déby. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ce qui s'est passé, vous savez très bien, moi j'ai mené un combat de longue date, depuis des deux expéditions, Tunisie vers Dakar, Dakar vers Conakry en 2013. Et je suis revenu, la France m'a accordé l'asile politique où je vis ici. La mort des Déby, le quai de l'Élysée, de père, l'Élysée nous a contactés, nous a reçus en tant qu'opposants tchadiens en exil pour nous interroger, échanger avec eux et voir notre perception, de faire une analyse. L'Élysée, la présidence française. C'est ça. À Paris. À Paris. Vous reçoit en tant qu'opposant tchadien. Opposant tchadien. Et on nous dit quoi? Il nous demande de quelle lecture nous faisons effectivement de la coopération entre le Tchad et la France. On leur a fait savoir à l'époque que nous sommes d'accord pour une transition plutôt civile et démocratique, mais pas une transition militaire. Il y a eu un désaccord avec l'Élysée à l'époque, donc le conseiller Afrique de M. Macron, on est rentré chez nous. Mais un mois après, 2 mois, Mahamad Déby lui-même est venu à Paris, il nous a rencontrés, il nous a reçus, il nous a fait la proposition de rentrer pour aider la transition. Et vu que chacun de nous avait une expertise, un parcours de lutte, on a accepté de tendre la main. Et comme vous savez très bien, depuis toujours, l'Assemblée nationale, l'Union européenne, les Nations unies et l'Union africaine pensent que nous étions effectivement des exilés, des opposants éternels. Il fallait à un moment donné effectivement accepter les dialogues. Donc moi j'ai accepté, au même titre que les autres compatriotes. 4, on était rentrés au Tchad. 1 mois après, on m'a nommé conseiller chargé de mission, puis conseiller aux droits de l'homme. Pendant 2 ans. À la présidence. À la présidence. Donc j'étais effectivement proche collaborateur du chef de l'État, de Mahamad Idriss Déby. Jusqu'à ce que je venais effectivement, je faisais des plaidoyers au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, je venais souvent à Bruxelles pour effectivement montrer la bonne foi d'ouverture démocratique de Mahamad Déby. Sauf que, Richard, les gens sont au pouvoir depuis 30 ans. Un exilé, un opposant de la diaspora qui vient face à une situation déjà bloquée, il est difficile de faire bouger les choses. C'est dans ce sens et c'est dans cet esprit que Mahamad Déby, même si ma participation, ma contribution a aidé effectivement une transition apaisée au Tchad, sauf que les ténors du pouvoir, ceux qui l'entouraient, ne voulaient pas effectivement quelqu'un qui vient de la diaspora, puisque quand même... L'entourage du président ne souhaitait pas qu'il y ait des Tchadiens de la diaspora qui viennent aider le pays. C'est ça, un peu valable un peu partout. Vous avez peut-être constaté que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin. C'est vrai, vous avez raison. La diaspora a du mal à s'affirmer dans un espace, dans une sphère politique. Parce que les gens pensent que quand vous venez d'étrangers, vous prenez leur place. Et donc c'est dans ce climat que moi j'ai accepté effectivement pendant 2 ans d'être conseiller du chef de l'État. J'ai aidé effectivement à apaiser la tension au plan international parce que moi j'étais plus en contact avec les rapporteurs spéciaux sur la question des droits de l'homme à Genève pendant 2 ans. Et je venais régulièrement aussi à Bruxelles pour effectivement calmer la tension. Sauf que je n'ai pas accepté... Le point de rupture, c'était quoi le point de rupture? Le point de rupture qui est fatal, qui ne m'a pas plu, c'est que moi en tant que diaspora, société civile, quelqu'un qui est journaliste, à qui on propose d'intégrer ce qu'on appelle un espace qui s'appelle Conseil national du salut, un organe parlementaire proche du régime. Alors que moi, mon rôle n'était pas d'appartenir à un parti politique. De 2, j'ai une divergence politique profonde avec le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Ahmad Alabo, qui est proche collaborateur du chef de l'État. Une divergence hypothèse sur quoi? Divergence, effectivement, parce qu'en fait, vous savez, les rapports humains ont été souvent difficiles entre les hommes. Parfois... C'était personnel. Justement, personnel. Et donc, pas idéologie, pas politique. Pas du tout. Et ça s'est transposé. Et donc, si monsieur, qui est actuellement ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a rapporté au chef de l'État mon positionnement politique, souvent on me reprochait d'être proche de la France, d'être proche aussi du camp occidental, mais je trouvais que, en fait, c'était de l'absurdité à l'époque.
Mohamed Déby faisait effectivement un clin d'œil vers Moscou. Vous savez très bien, il est en 2024, il a été à Moscou. Oui, parce qu'il y a un processus de diversification des partenaires. Justement, Qui a pris corps en Afrique. ces processus de diversification des partenaires liés effectivement à la situation qui se passe actuellement au sein de l'AES, où à un moment donné, les gens, beaucoup d'Africains, appelaient à une rupture avec Paris. Mais nous autres, on a certes vécu en France, parce que je suis réfugié politique en France, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un des proches de France, des Français ou un pion de la France. Et c'est dans ces climats-là qu'on a enrôlé Mohamed Déby dans une logique où Makaïla servait un peu les intérêts occidentaux. C'est tout à fait absurde. Mais c'est l'Occident qui était là, qui accompagne la transition. Et c'est la France qui accompagne cette transition. M. Macron était parti au Tchad. S'il faut en vouloir, il faut en vouloir plutôt à la France, mais pas à un citoyen tchadien. Et c'est dans ce sens. Vous avez parti, si on comprend bien votre Logique. discours, Oui. des divergences entre N'Djamena et Paris. Absolument, justement. C'est une des causes, de mon point de vue, c'est une des causes profondes, Richard, qui fait que nous, moi personnellement, on m'a perçu comme être proche. Parce que, et vous qui étiez en France, qui étiez réfugié en France, vous êtes perçu comme des pions français absolument. Au sein de l'appareil tchadien. Exactement. C'est la logique qu'ils ont développée là-bas. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que vous, Tchadiens, vous soyez déchus de la nationalité tchadienne? Mais c'est absurde, encore une fois de plus. C'est que mais vous avez dû faire quelque chose. Mais non, pas du tout. Je suis rentré en France. Je suis rentré en France, face à cette divergence, j'étais obligé de rentrer en France où j'ai une attache familiale. Mes enfants vivent en France. Je rentre en France. Je continue le plaidoyer. D'abord, dans un premier temps, j'ai pris attache avec les Quai d'Orsay pour leur dire mon désaccord avec le régime tchadien. J'ai constaté, Richard, l'espace de liberté était fermé. La répression existait. On a fait une proposition demandant à Mohamed Déby d'ouvrir l'espace de liberté afin de permettre à la société civile de manifester. Toutes les manifestations ont été interdites. Et c'est dans ces climats que moi j'ai attiré l'attention du Quai d'Orsay et de la France, qui, de mon point de vue, reste quand même un allié historique. Le décret portant déchéance votre déchéance de la nationalité tchadienne évoquait quoi comme mobile? Mais aucun mobile, aucun motif, aucun argument juridique. On ne peut pas vous déchoir comme ça de votre nationalité. Mais comme on est vous n'avez rien fait de grand. Mais justement, comme on est dans un régime totalitaire, ils disent intelligence avec une puissance étrangère. La puissance étrangère, ça ne peut être que Paris. Moi, je vis en France. Je vis en France, je vais à Bruxelles, je vais à Genève. J'ai repris mon plaidoyer dans le sens contraire. Avant, je faisais un plaidoyer pour apaiser la communauté internationale par rapport à ce qui se passe. Là, j'explique à la communauté internationale que nous avons tenté l'expérience d'une ouverture démocratique, mais elle était verrouillée. Nous demandons à la communauté internationale d'être vigilante. Je demande à Paris, je demande à Bruxelles, je demande à Genève, donc le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, d'être vigilant sur la situation du Tchad. Mais ils ont perçu au Tchad comme quoi une conspiration contre le régime tchadien. Et ils ont aussitôt... Mais si vous faites partie d'un appareil et que vous dites aux organismes internationaux d'être vigilants par rapport à votre pays, vous êtes en train d'insinuer que la question des droits de l'homme est devenue délicate chez vous. Absolument, vous avez raison, parce que c'est une fois que je ne suis plus là. C'est quand mon retour à Paris. La déchéance a eu lieu après mon retour à Paris. D'accord. C'est qu'au début... Au fond, vous étiez en pleine fonction quand vous avez fui votre pays, le Tchad. Justement, je suis rentré en France. Mais ça ne se fait pas. Vous n'avez même pas eu le courage de déposer votre démission sur la table du président de la République. Donc vous étiez le conseiller. C'est une très bonne question. C'est que mon poste a été supprimé de l'organigramme de la présidence. Une fois que vous êtes parti, oui, c'est logique. Et donc, mais j'étais en France. J'étais en France. Oui, mais on vous nomme conseiller du président de la République aux droits humains. Oui. Mais si vous voulez démissionner en raison de divergences données, vous déposez votre démission sur la table du président. Justement, vous posez une question importante. C'est que quand la proposition qui était venue, celle de pouvoir que j'intègre ce qu'on appelle le Conseil national du salut, un organe parlementaire du MPS, j'ai refusé cet organe. Je suis rentré chez moi. Il y avait une mission à Genève. Donc, M. Succès Massara, qui était en poste. Le Premier ministre à l'époque. J'avais obtenu un ordre de mission pour aller à Genève représenter le Tchad. Vous n'êtes plus jamais rentré au Tchad? Je ne suis pas rentré. Parce qu'en fait, les désaccords, je savais très bien que les désaccords allaient être profonds. Et mon retour au Tchad pourrait être marqué par une arrestation. Et donc, moi, je suis parti à Genève et je suis venu à Paris. Donc, vous êtes perçu comme un Tchadien qui est parti à Genève vendre son pays? Non, pas à l'époque. Ou trahir son pays? Non, à l'époque, j'étais en mission. Et votre mission devait consister à faire quoi? Non, la mission consisterait effectivement à parler de la situation des droits de l'homme au Tchad. Mais à l'époque, je n'étais pas seul. J'étais dans une délégation ministérielle. Mais à ce niveau-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rentrer au Tchad, étant donné qu'il y a eu déjà cette proposition, il y a eu ces divergences avec le secrétaire général à la présidence. Donc moi, mon but, j'ai dit, rentrer au Tchad sans aucune garantie, j'ai décidé de rester à Paris. Et c'est après que j'ai commencé à faire ces plaidoyers dont je vous disais. Rassurez-nous, vous n'êtes pas apatride au moment où on est en train de faire cette émission? Oui, logiquement. Parce que là, je suis déchu de ma nationalité par un décret. Et donc, pour une déchéance de nationalité, il faut absolument saisir par un courrier
il faut informer Non. l'intéressé. La nationalité tchadienne, c'est la seule nationalité que vous aviez? Je n'ai pas nationalité, j'ai le statut de réfugié politique en France. Je suis réfugié politique. Mais un réfugié politique, par principe, est déjà effectivement dans un processus d'apatridie. Et le Tchad qui a signé effectivement des conventions Oui, internationales, contre la patrie. et effectivement, c'est dédié et pose un acte contraire effectivement à son engagement international. Donc moi, j'ai le statut de réfugié politique aujourd'hui là. J'ai un statut de réfugié politique, mais l'ancienne tchadienne m'a été retiré. Non, mais un réfugié politique, ça va ensemble avec une nationalité donnée. Absolument. Mais pour la France, je suis réfugié politique tchadien. Mais pour le Tchad, je suis... Mais c'est justement, vous avez raison, Richard. C'est ça l'ambiguïté juridique dans laquelle le régime tchadien nous a plongé. Vous êtes journaliste, moi je suis journaliste. Nous ne pouvons pas avoir un argumentaire juridique face à ces... Effectivement, c'est un vide juridique. Ah, moi, je ne suis pas dans le secret et du dossier. Le secrétaire général de la présidence que vous évoquez, nous aurons l'occasion et l'honneur de le recevoir. Il pourra nous dire ce qu'il en est. Exactement. Et concrètement, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est difficile sur le plan personnel et humain pour vous en ce moment. Oui. Vous n'avez plus de passeport, vous ne pouvez plus aller nulle part. Non, mais non, pour le passeport, pour le moment, j'ai un passeport de réfugié politique. Oui, mais bon. Mais c'est dans ce passeport, il est mentionné nationalité tchadienne, qui me permet la mobilité. Je rentre dedans. Non, vous n'êtes plus tchadien. Ben oui, mais j'ai un passeport de réfugié politique français. Oui. Mais quelle est la nationalité qui est mentionnée dans ce Mais c'est tchadienne. Donc, alors, la situation est un peu compliquée. Complexe. Mais elle est vraiment complexe. Mais justement, Richard, c'est dans ce sens que cette organisation de la société civile sénégalaise, on produit un communiqué de presse que je vous ai fait parvenir, oui, appelant effectivement la France au respect du droit d'asile, demandant à la France de respecter effectivement mon droit d'asile, mais de dénoncer effectivement, de lutter sévèrement contre la patrie. Donc en tout cas, cette organisation africaine appelle Paris au respect effectivement de ses engagements. Il y a quelqu'un qui a eu moins de chance que vous, c'est Sucé Masra, nous l'avons dit. Oui. Il est aujourd'hui incarcéré à N'Djamena, condamné à 20 ans de prison pour incitation à la haine et à la révolte. Il purge aujourd'hui une peine de 20 ans à N'Djamena. Lui aussi, vous pensez qu'il n'aurait pas dû accepter le poste de Premier ministre et partir comme vous? Vous avez raison. Ah non, c'est une question que je vous pose. Non, mais c'est une question, mais moi je vous dis que la question est légitime et elle est pertinente. Moi, je voudrais d'abord avoir une pensée pour la famille de Sucé Masra, pour les transformateurs. Parce que sa fille, elle a à peine 10 ans, qui vit à Abidjan. Sa femme vit à Abidjan. Mais regardez, conséquence, Sucé Masra s'est engagé. Il a cru à la paix. Il est parti en exil aux États-Unis. Il a accepté d'être Premier ministre. Il a accompagné effectivement l'élection présidentielle. Il a été, je dirais... Accompagné, oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il a accompagné... C'est le mot, oui. Voilà, il a accompagné l'élection... Il a validé l'élection présidentielle. Il a contribué également au départ de l'armée française, utilisée contre la France, étant donné quelqu'un qui a été aussi... qui a été formé en France. Donc, M. Masra, qui était l'un des premiers ministres, à qui la télé Tchad, il a attendu les micros pour dire, mais qu'est-ce que vous en pensez du départ des troupes françaises? Tout ça, là, c'était effectivement une machination montée de toutes pièces par le pouvoir en place pour l'isoler du point de vue de la communauté internationale. Mais les faits qu'on lui reproche sont là et sont concrets. Incitation à la haine et à la révolte à l'occasion des affrontements intercommunautaires qui ont fait de nombreux morts. Mais justement, mais les audios qu'on a instrumentalisés, ces audios qui datent de 2023, Sucé Masra a bénéficié d'une amnistie, il est rentré au Tchad. Sucé Masra a fait dans les audios, c'est des audios qui ont été réactualisés dans le but effectivement de les neutraliser. Et donc nous pensons qu'il y a une machination, une instrumentalisation de la justice pour éliminer un acteur politique, au même titre que nous autres qui étions de voix à l'extérieur, on a été déçus de nos nationalités. Donc ça veut dire aujourd'hui là, au Tchad, il est impossible qu'un opposant de l'envergure de M. Sucé Masra puisse se prononcer. Vous savez, je voudrais rappeler aussi que Yaya Djilo, qui est un cousin de Maman Déby, a été abattu à bout portant, en plein N'Djamena, son siège a été rasé. Aucune enquête internationale. Le contexte, on le voit, on le sait. C'était un contexte particulier, c'était violent, il y avait un affrontement, il y avait une force de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre, il y avait eu un combat qui a éclaté et il a été tué. Mais la famille de Yaya Djilo dit qu'il n'était pas armé. Et donc le pouvoir de la présence dit qu'il était armé, sauf qu'ils ont encadré effectivement le siège de son parti avec des armes lourdes pour revenir sur Sucé Masra. Mais il y a toujours la communauté, les deux communautés qui sont affrontées au sud du Tchad. C'est des communautés qui n'étaient pas rivales. Les Pels ont toujours vécu dans le sud du Tchad, en symbiose avec la communauté locale. Makaïla Ngebla, vous êtes journaliste. Vous êtes un journaliste d'expérience. Vous étiez quoi, 4, vous me dites, à avoir accepté la main tendue. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était à la fois prétentieux et naïf
de penser qu'à 4, vous pouviez changer fondamentalement et radicalement et aussi rapidement de l'intérieur un système vieux de quoi, 90, de 40 ans? 40 ans. Votre question est légitime et pertinente. Pourquoi? Parce que nous étions... Donc vous avez manqué de méthode. C'est pas un manque de méthode. C'est que nous, on avait à un moment cru quand le chef de l'État vient vous voir, mes frères, rentrez dans votre pays, aidez-nous aidez-nous à pacifier ces pays-là. C'est que nous, on a répondu effectivement à un appel de la paix. Et faire la paix, ce n'est pas une naïveté. Nous avons fait preuve de naïveté. Mais c'est le camp d'en face qui a été dans une posture dérouler l'opinion publique et l'opinion internationale. Nous n'étions pas seuls. Si vous citez les noms, les personnalités politiques tchadiennes qui ont été virées, je parle de Galinga Tangote, je parle de Maman Saleh Al-Nadif, que vous connaissez très bien, que vous avez reçu plusieurs fois, qui était une personnalité aux Nations Unies, à qui on a promis d'être Premier ministre, mais finalement il a accompagné, effectivement, comme c'est Masra, une transition pendant 1 an, et après on n'a pas fait de lui un Premier ministre. Et donc qui aujourd'hui, abandonné en fait, comme ça dans la nature, parfois un consultant à l'international. Donc moi je pense que nous étions certes naïfs, mais en face de nous on avait des personnes qui ne sont pas honnêtes. La bonne nouvelle, oui, Makaïla Ngebla, c'est que votre président a été reçu il y a quelques jours par son homologue français. Donc, les relations entre le Tchad et la France sont en voie de normalisation. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que vous espérez que après, à partir de cette normalisation, votre situation soit revue aussi dans le bon sens, dans le meilleur sens? Bonne nouvelle pour le régime tchadien, mauvaise nouvelle pour le peuple tchadien et pour nous autres. Étant donné que dans le journal Le Monde, lors de l'audience, la question de Makaïla Ngebla et d'un autre Tchadien qui vit aussi en France, un journaliste s'appelant Sharfadine Galmaï, a été abordée dans le cadre de cette entrevue entre Macron et Mamad Déby. On ne sait pas qu'est-ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que Paris est dans une posture... Mais vous espérez quand même que après la normalisation, en tout cas... Mais la France a Richard, la France a une marge réduite en Afrique aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sahel. Est-ce que la France peut peser effectivement de tout son poids pour ramener Mamad Déby à la raison, dire écoutez, libérez M. On va dire le président Mamad Déby. Ah oui, c'est le président du Tchad. Écoutez, bon, et il a une institution. Mais il souffre d'un déficit de légitimité, de mon point de vue. C'est votre avis. Voilà. Moi, je pense que monsieur Macron, s'il peut quand même peser de tout son poids, tant mieux. Parce que nous sommes bénéficiaires du statut de réfugié politique en France. La France est dépositaire des valeurs universelles. Elle doit peser de tout son poids pour ramener les régimes tchadiens collaborateurs à des meilleurs sentiments. Sinon, ça sera l'enlisement. L'autre bonne nouvelle, oui, c'est que votre pays reste quand même l'un des rares pays stables de la sous-région. Oui. On voit ce qui se passe au Soudan, au Soudan du Sud. C'est très compliqué. Mais l'appareil tchadien tient debout, notamment sécuritaire. Oui. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Mais justement, une bonne nouvelle, nous avons toujours effectivement hérité d'une certaine stabilité relative. Mais à l'intérieur du pays, il y a une instabilité parce qu'en fait, arrestation par-ci, répression par-là, etc. Est-ce que ça, c'est des indices qui peuvent quand même permettre aux gens, à l'opinion internationale ou bien aux observateurs les plus éclairés, de dire que le Tchad va bien? Je pense que le Tchad va mal. C'est pourquoi nous pensons que la stabilité, qui est une stabilité relative, ne peut pas être une caution pour la communauté internationale de dire que tout va bien. Pourquoi je dis ça? Parce que même au Tchad, aujourd'hui, à l'heure où je parle, Richard, il y a des crises militaires, de conflits armés au sud du Tchad. C'est vrai. À l'heure où je vous parle, le FACT qui a été à l'origine de la mort de Déby en 2021 est encore au sud du Tchad, au nord, donc en Libye. Il y a également à l'est du Tchad où il y a des mouvements armés qui se reconstituent. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui envisager effectivement un nouveau dialogue, tendre la main à tout le monde, une ouverture démocratique et que le président Mamad Déby puisse... Discuter avec les rebelles, vous voulez dire? Ah ben oui, il faut absolument, parce qu'il y a des gens qui tiennent des armes, qui sont encore en brousse et qui sont dans une logique déterminée. Mais à l'intérieur, l'opposition tchadienne est complètement muselée, anéantie, affaiblie. C'est ce que vous souhaitez? Oui. Que tous les Tchadiens puissent s'asseoir à nouveau et discuter. Mais le dialogue, vous organisez des dialogues tout le temps. Mais justement, parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne sont pas sincères. Il faut un dialogue sincère, cher ami. Mais vous restez optimiste pour votre pays de Tchad? Mais pour le moment, je ne suis pas optimiste parce qu'effectivement, les indices, les signaux qui nous parviennent du Tchad sont alarmants. Hier, un touriste français a disparu. Aujourd'hui, on a annoncé sa mort en N'Djamena au Tchad. Donc c'est pour vous dire que les pays, dans ces climats de sécurité ou de stabilité, il y a encore d'insécurité. Makaïla Ngebla, je rappelle que vous êtes journaliste, militant de la société civile, ancien conseiller du président de la République aux droits humains. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.